Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça part en science. Aujourd'hui, c'est un spécial Saint-Valentin. Et oui, aujourd'hui, nous nous sommes transformés en lovers pour vous préparer un bon petit épisode où les discussions seront les plus pimentées pour répondre à toutes les questions autour de l'amour. Donc, pour cela, j'ai avec moi ma collègue Dali Léveillé. Bonjour Dali. Allô Fiacre, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé autour de la Saint-Valentin? En fait, pour notre spécial Saint-Valentin, personnellement, j'ai décidé de vous parler de l'ocytocine, qui est une hormone qu'on peut aussi appeler l'hormone de l'amour. Donc, ça a vraiment un lien avec le sujet de la Saint-Valentin. Et en fait, je vais vous parler de l'ocytocine et de comment cette hormone-là agit sur notre cerveau quand on est en couple, mais aussi au contraire quand on n'est pas en couple. Ce que tu dis est très intéressant. Alors, qu'on soit jeune, vieux, célibataire ou en couple, moi, je vous invite à sortir une petite boîte de chocolat, d'allumer une bougie parfumée avec l'arôme qui vous intéresse, qui vous plaît, et de vous laisser emporter par la magie de la science de l'amour. Avant de commencer, on voulait simplement vous avertir, comme d'habitude, que cet épisode-là, c'est un spécial, donc c'est pour vous divertir. Donc même si on s'est basé sur des sources scientifiques qui sont fiables pour faire la recherche de nos sujets, mais on doit quand même faire la mention que le sujet qui est abordé, il est pas directement lié à nos domaines d'études. On n'est pas des spécialistes de l'ocytocine. Donc évidemment, on va vous donner accès en description à ce balado, à toutes les sources qu'on a utilisées pour que vous puissiez vous-même justement approfondir le sujet si jamais le cœur vous en dit. Merci beaucoup Dali. Tantôt, on vient de parler 3 fois déjà d'ocytocine. Alors, l'ocytocine, c'est quoi? L'ocytocine, c'est une petite hormone qui est sécrétée par notre cerveau, qu'on appelle l'hormone de l'amour, là, comme j'ai dit précédemment, parce qu'il y a plusieurs études qui ont démontré que l'ocytocine avait un grand rôle à jouer, évidemment, dans l'amour, mais plus précisément aussi dans le maintien des bonnes relations de couple. En fait, ce serait beaucoup grâce à cette hormone-là qu'on arriverait à former des liens affectifs, puis d'être capable de les maintenir par la suite. Mais je vous rassure, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont pas en couple, mais de l'ocytocine, vous en avez aussi, parce que cette hormone-là, elle peut aussi être libérée dans d'autres contextes, par exemple le contexte de l'amitié, avec la famille ou encore avec les animaux. Parce que eux aussi, là, nos animaux, on a besoin de former des liens avec eux et de maintenir ces liens affectifs. Donc l'ocytocine intervient vraiment dans toutes les relations affectueuses. Donc c'est elle qui va venir agir sur notre attachement envers les gens, sur la sécurité émotionnelle et les liens durables qu'on a avec nos proches de façon générale. Est-ce que c'est exact ce que je dis? Oui, c'est exactement ça. Puis en fait, on l'appelle l'hormone de l'amour, justement à cause de ça. Mais justement, c'est loin d'être uniquement réservé pour les contextes amoureux. Donc, je l'ai déjà un petit peu mentionné. Mais en fait, ce qui est intéressant avec l'ocytocine, c'est que c'est aussi et surtout connu pour son rôle dans l'accouchement et dans l'allaitement. Et en fait, pour expliquer un petit peu cette partie-là, cette hormone-là, elle aide à provoquer les contractions de l'utérus pendant l'accouchement, puis même après ça, à expulser le lait du sein maternel là, pendant l'allaitement. Mais en fait, un peu son effet secondaire, c'est qu'elle permet aussi de développer entre la mère et le bébé un comportement d'attachement, ce qui est quand même pas rien. D'ailleurs, c'est prouvé que l'ocytocine a un grand rôle à jouer sur le développement des comportements maternels. Par exemple, une mère va faire preuve de beaucoup plus de douceur, de sensibilité, puis de patience envers son bébé, même s'il se met à pleurer vraiment très fort, et qui pourrait donc être considéré un peu désagréable. Mais au contraire, justement, une mère que tout fonctionne bien, ben son ocytocine dans son cerveau qui est sécrétée de manière plus forte, va faire en sorte qu'elle va prendre les pleurs du bébé un peu plus comme un signe d'alerte, puis elle va réagir rapidement plutôt que de trouver ça agaçant. Et pour ceux qui ont écouté notre balado d'Halloween, vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé d'une région du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est en fait notre centre de la peur. Et il y a un lien à faire entre l'ocytocine et la gestion de la peur. Parce qu'en fait, quand on remarque chez les animaux femelles qui vont allaiter, ben c'est pas rare de remarquer qu'elles vont avoir un comportement vraiment plus agressif. Hein. On n'a pas le goût de s'approcher d'une maman qui est avec ses petits. Et c'est justement à cause de cette fameuse hormone-là, l'ocytocine, qui donne cette capacité à bloquer l'activité du centre de la peur, mais quand même sous une certaine limite, là, pour que justement la mère puisse développer cette agressivité-là pour pouvoir protéger ses petits. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est dangereux de s'approcher d'une femelle qui s'occupe de ses petits, parce que des fois, ça peut même amener des réactions intenses. Par exemple, la mère veut manger ses bébés. Bon, heureusement, c'est pas toutes les espèces animales qui font ça. L'humain non plus. Chez l'humain, tout ça, c'est un comportement qui est assez peu étudié, mais on remarque quand même que chez la femme, il va y avoir une diminution de son anxiété quand elle va avoir des bons niveaux d'ocytocine. Donc, même si, oui, les mères avec des enfants elles peuvent parfois être anxieuses, mais des fois, d'avoir de l'ocytocine dans leur corps, ça va leur permettre un peu plus de relativiser, de se sentir mieux.
Donc là, tu viens de nous parler un peu du monde animal avec la femelle et ses bébés. Est-ce que tu voudrais me dire, par exemple, la comparaison avec les humains? Est-ce que cette hormone-là peut jouer un rôle au niveau du couple? Tu sais, quand tu es en couple avec ta blonde, ton chum et tout, est-ce que c'est grâce à cette hormone qu'on développe cette douceur, cette sensibilité? Parle-moi un peu de ça, s'il te plaît. Oui, en fait, c'est exactement ça que notre organisme fait aussi en couple. Donc, en fait, il faut savoir que déjà, notre organisme est très complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur les relations humaines, notamment sur les relations de couple. Mais il y a beaucoup d'études qui prouvent et qui ont démontré que l'ocytocine permettait de renforcer l'attachement émotionnel sur le long terme. Donc, d'augmenter notre confiance envers notre partenaire, de l'attirance également, puis le rapprochement. Et qu'au final, ça nous permet également de réduire le stress, un petit peu comme avec la mère qu'on expliquait tantôt. Et c'est aussi en grande partie grâce à l'ocytocine que nous, les humains, puis certaines espèces animales, on est biologiquement capables d'être monogames. Donc, c'est-à-dire de former un couple qui est exclusif, donc d'être dédié à une seule personne là, sur le long terme. Puis justement, pour étudier davantage le lien entre la monogamie et l'ocytocine, il y a des scientifiques qui se sont tournés vers le comportement d'un petit animal qui s'appelle le campagnol des prairies, qui est en fait un petit rongeur. C'est beaucoup des travaux du zoologue Lowell Lee Getz qui a fait ça dans les années 70. En fait, lui, il essayait d'attirer les campagnols grâce à du maïs, simplement pour étudier leur comportement général. Ça a été remarqué justement que ces petits rongeurs-là, ils ont plus d'ocytocine que certains autres rongeurs et aussi plus de récepteurs à l'ocytocine. Ces zoologues-là ont ensuite voulu tester qu'est-ce que ça fait si on ajoute à ces bêtes-là de l'ocytocine là, avec des injections. Puis il a remarqué que justement ça amenait les femelles à se blottir beaucoup plus contre leurs partenaires puis à former des couples encore plus stables. On en profite pour vous recommander une courte vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de National Geographic. Si jamais ça vous intéresse tout ce qui est le phénomène de la monogamie chez les animaux, qui est quand même le plus rare que la polygamie. Mais c'est bien intéressant tout ce que tu me dis, mais j'ai une autre question pour toi. Sinon, d'un point de vue des humains, est-ce qu'il y a des études intéressantes sur l'effet de l'ocytocine sur les comportements amoureux? Parce que là, tu nous as beaucoup parlé des petites bêtes, mais là, nous, on veut parler de la Saint-Valentin, on veut parler de nous. Voilà. Oui, en fait, il y a une étude qui a été faite à l'Université de Bonn en Allemagne qui a fait de l'imagerie cérébrale sur 20 volontaires masculins en relation déjà bien établie avec leur conjointe. En fait, ces volontaires-là, ce qu'ils devaient faire, c'est avant de faire l'expérience, ils ont reçu un spray nasal d'ocytocine, puis il y en a un autre groupe qui avait reçu seulement un placebo. Et ensuite, les chercheurs ont présenté à ces hommes-là des photos de visages de femmes aléatoires, mais aussi de temps en temps une photo de leur conjointe. Et de façon assez intéressante, ils ont remarqué que les hommes qui avaient reçu le spray d'ocytocine jugeaient que leur partenaire était encore plus attirante que les autres femmes qui étaient présentées à l'écran. Donc, les chercheurs ont vraiment conclu que l'ocytocine contribuait à l'attachement amoureux. Puis la même équipe de chercheurs a aussi montré que l'ocytocine contribuait à renforcer la fidélité puis la monogamie. Ils ont fait justement une deuxième recherche qui est assez intéressante où ils ont demandé à des hommes célibataires puis à des hommes qui étaient en couple stable de se tenir devant une femme qui était jugée très séduisante, de se tenir donc à 2 mètres d'elle et ensuite de s'approcher d'elle petit à petit jusqu'à une distance de 30 cm. Puis ils ont remarqué que les hommes qui étaient en couple, qui avaient reçu de l'ocytocine, ils gardaient une distance significativement plus grande par rapport à la femme, donc on parle d'environ 15 cm de plus que les hommes célibataires. Ce que j'ai retenu, c'est que l'ocytocine a des pouvoirs sur une relation humaine. Alors, est-ce que tu as des conseils à donner aux lovers, ceux qui sont fans de belles émotions, ceux qui sont amoureux? Oui, je vais avoir des petits conseils pour vous. Bon, déjà, pour les gens qui sont en couple, qui nous écoutent présentement, sachez que c'est connu que les taux sanguins d'ocytocine sont supérieurs à la moyenne chez les couples amoureux pendant au moins 6 mois au début de la relation. Donc, aux 6 premiers mois, normalement, vous allez être tout amoureux, vous allez sentir les petits papillons. Justement, l'ocytocine va avoir un impact à jouer sur ça. Mais ensuite, pour pouvoir maintenir des hauts taux d'ocytocine, c'est pas très compliqué. Hein? On parle du toucher, avoir des contacts physiques rapprochés et réguliers avec votre partenaire, donc des câlins, des bisous, se tenir la main. D'ailleurs, il y a une étude qui a démontré avec des imageries du cerveau par IRM que les différentes zones du cerveau qui sont le plus actives après un bisou, c'est des zones du cerveau en lien avec le désir, le plaisir, mais c'est aussi des zones qu'on retrouve beaucoup de récepteurs à l'ocytocine. Puis une façon particulière aussi d'augmenter l'ocytocine chez votre partenaire, c'est de lui faire un massage de la tête. Ça peut paraître spécial, mais non. De faire un simple massage de tête, ça peut vraiment venir booster l'ocytocine. C'est bien.
Oui. Moi, je pense que je ferai un massage dans la soirée. C'est bon, tu peux te le faire à toi-même si tu veux. Et un fait intéressant aussi, c'est que l'exercice physique, qui a une dynamique sociale, un peu comme les arts martiaux par exemple, vont permettre de libérer de l'ocytocine parce que justement, l'ocytocine a aussi un lien avec nos relations humaines qui ne sont pas des couples. OK. Mais moi, j'aimerais quand même rappeler, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous allez tomber amoureux ou amoureuse de votre coach d'arts martiaux, mais simplement que la présence plus élevée de l'oxytocine va pouvoir amener des effets bénéfiques sur l'humeur ou sur la région qui gère le stress. Oui, exactement. Et en fait, pour conclure, un peu tout ce qu'on dit, j'en profite pour vous recommander un excellent livre. Quand je dis excellent, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré ce livre-là, qui parle de l'ocytocine. Donc, ça s'appelle Ocytocine, mon amour de Marcel Hibert. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, ce livre-là. Donc, c'est pour ça que je vous le recommande. Puis, en fait, il peut être lu par tout public, même s'il développe des notions assez complexes de biologie moléculaire, parce que c'est très bien expliqué de manière vulgarisée. Donc, si jamais vous avez apprécié ce dont on a parlé aujourd'hui, je vous conseille vraiment ce livre-là, parce qu'il y a beaucoup de sujets variés. Par exemple, on parle, oui, de l'amour du couple, mais aussi tout ce qui est par rapport à aussi avec la femme enceinte. Et il y a aussi un gros lien à développer avec l'autisme. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais les gens autistes, parfois, vont justement avoir des difficultés avec l'ocytocine, la sécrétion d'ocytocine ou en lien avec leur récepteur à l'ocytocine. Donc, tout cet aspect-là est développé dans le livre. Merci beaucoup, Dalib, d'avoir préparé cet épisode. C'est vraiment très intéressant et moi, je te remercie beaucoup. Mais c'est pas fini parce qu'il y a un fun fact. Oui, il y a un fun fact. Oui, c'est ça. Vas-y. En fait, mon petit fun fact, c'est une autre étude là, que j'ai lue, que je trouvais intéressante. C'est un neurobiologiste suisse qui a fait une expérience. En fait, il a fait respirer à des femmes des t-shirts qui avaient été portés par des hommes pendant plusieurs jours. Ça peut paraître bizarre comme expérience, là, mais vous allez comprendre pourquoi il a fait ça. En fait, il a demandé à ces femmes-là de dire c'était lesquelles les odeurs qui leur semblaient la plus forte, la plus agréable et même la plus excitante. Puis, les résultats ont démontré que les femmes qui trouvaient les odeurs les plus attirantes étaient des odeurs qui provenaient d'hommes qui avaient un système immunitaire très différent du leur. Donc, en fait, leur conclusion à ces chercheurs-là, c'est que inconsciemment, les femmes, nous, on est attirés par des gens qui peuvent être des procréateurs potentiels pour pouvoir faire en sorte que nos enfants aient une meilleure couverture immunitaire, donc qu'ils puissent mieux se défendre contre les maladies, les virus, etc. C'est parfait. Donc, si vous êtes fou amoureux en ce moment, c'est probablement parce que votre partenaire a un système immunitaire vraiment différent du vôtre. Et c'est Dali qui a préparé l'émission. Moi, j'en prends en même temps que vous. Avant de se quitter, moi je voulais vous rappeler une chose, la science aussi c'est une histoire d'amour. Donc une histoire d'amour avec de la curiosité, avec le doute, avec l'envie de comprendre et surtout de partager ce qu'on découvre comme résultat. En cette spéciale Saint-Valentin, si vous aimez quelqu'un, partagez-lui une idée, une question, un savoir, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une façon d'aimer autrement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Fiacre et Dali pour ce spécial Saint-Valentin pour Sa part en science. On vous souhaite beaucoup d'amour.